notre webinaire qui porte sur les coopératives d'habitation de propriétaires. Ça fait partie de notre plan d'action en habitation de la MRC. Donc, l'objectif du plan, c'est de susciter la création de logements abordables sur notre territoire, entre autres, mais principalement. On a déjà eu un événement sur le logement collectif l'hiver dernier. Donc, aujourd'hui, on voulait un peu compléter l'information avec notre webinaire. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez assimiler des nouvelles connaissances par rapport à la coopérative d'habitation de propriétaires parce que c'est très, très, très nouveau dans notre paysage québécois. Et pourtant, euh, ça a vraiment une force, je pense, pour développer du logement collectif sur le territoire. Donc, ça ressemble, on est entre la coopérative d'habitation traditionnelle locative et le condominium. Bon, parce qu'on parle d'acheter des unités dans un immeuble, donc on devient propriétaire. Mais pourtant, on est bien dans un modèle de logement collectif à part entière et vous allez voir que les valeurs de coopération font vraiment partie du milieu de vie. Je vous présente notre spécialiste invité qui est Monsieur Serge Vaillancourt et qui est un véritable pionnier du développement des coops d'habitation de propriétaires. Au cours de sa vie, de sa carrière, Monsieur Vaillancourt a été avocat, entrepreneur. En 2010, il est retourné à l'école faire une maîtrise en gestion des coopératives et des mutuelles à l'Université de Sherbrooke. Et depuis 2014, il travaille à la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie. Il est directeur au développement. Et en plus-value à sa grande expertise, il vit dans une coopérative d'habitation de propriétaires depuis 3 ans. Donc, on a vraiment un spécialiste en la matière. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, effectivement. Oui, puis écoutez, on s'est déjà parlé de tout ça. Il y a beaucoup de choses à aborder au niveau de la coopérative de propriétaires, mais j'aimerais d'abord qu'on discute de l'élément déclencheur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait là, au niveau de la Fédération des coopératives d'habitation que vous avez décidé de créer cette nouvelle forme de coopérative? En fait, les coopératives d'habitation existent, comme probablement la majeure partie le savent parmi vous, là, depuis plus de 40 ans. Et c'est un système qui est fort apprécié avec son évolution, avec les gens qui y ont vécu à l'intérieur. Et ce que l'on entendait dire, et là je parle de ce que l'on entendait dire. Moi, je travaille dans une fédération des coopératives d'habitation. Les fédérations se sont créées une confédération qui s'appelle la CQCH, l'acronyme. Et cette confédération qui s'occupe de toutes les coopératives d'habitation dans la province de Québec entendait depuis des années le fait que les membres aimaient beaucoup la formule, les valeurs coopératives. Cependant, elles en sortaient, quand elles décidaient d'en sortir pour une raison ou d'une autre, sans aucune scène, aucun profit, aucun avantage financier. Alors, plusieurs têtes dirigeantes de cette époque-là, parce que ça fait quand même 3 ou 4 ou 5 ans même qu'ils pensaient à cette nouvelle formule. Il y a eu toutes sortes d'essais, erreurs, ça n'a pas fonctionné pour tout le monde. Et finalement, ce qui est né, avec un notaire que j'ai rencontré d'ailleurs, qui était un érudit, une personne qui est sorti de sa retraite pour pouvoir créer ce nouveau principe, qui a écrit des livres sur l'accès à la propriété, toutes sortes de choses. Alors, c'est Maître Frenette, je le nomme, a créé cette formule basée sur, bien sûr, autre chose, sur du côté américain, ça existe déjà, mais pas dans cette façon de faire. Et le but recherché, c'était d'avoir la possibilité de devenir propriétaire, l'accès à la propriété à un coût moindre. Donc, pouvoir enrichir le capital de chacun des membres qui pourrait le faire, toucher aussi à la classe moyenne, parce que ne pas oublier que les gens avec des revenus inférieurs étaient quand même moyens, étaient quand même bien couverts par de l'aide gouvernementale, etc. Mais la classe moyenne en tant que telle ne l'était pas vraiment. Alors, c'est là qu'est née l'idée de créer un nouveau modèle où
on pouvait devenir propriétaire à l'intérieur d'une coopérative. On appelait ça les coopératives de propriétaires. Et Chez nous, oui, je vous écoute. oui, ben en fait, je voulais, pour terminer, peut-être nous dire depuis quand ça existe, là? La première coopérative, là, ça a débuté en quelle année? Ça a débuté en 2017. C'est moi qui ai créé la première coopérative en signant mon nom sur le document pour pouvoir créer cette coop-là. On appelait coopérative de propriétaires par la suite, ils trouvaient un nom qu'on a appelé Havre des Pins. Alors, ça, c'était le moment où est-ce qu'il fallait créer une coopérative pour faire une offre d'achat sur un terrain. On avait trouvé un grand terrain et on a donc fait une offre d'achat avec le nom de la coopérative d'habitation qui allait plus tard porter le nom d'Arbre des Pins. Alors, on peut dire qu'officiellement, la première coopérative d'habitation est née dans ces années-là, à peu près, 2017. Donc, c'est somme toute assez récent. Puis, ça reste quand même aussi nébuleux comme modèle dans le sens où, quand on est dans une coopérative, on achète une unité, donc on devient propriétaire de cette partie privative-là. Mais, tu sais, comment c'est réparti au niveau des parties plus communes, comme le terrain, l'immeuble? Pouvez-vous nous expliquer un peu là, comment est répartie la propriété? Ben, je ne sais pas si on a une image à mettre avec Oui, ça, là, mais oui, je partage mon écran à l'instant. allons-y. Et voilà. Bon, vous avez ce que l'on appelle c'est pas la propriété que l'on connaît lorsqu'on s'achète une maison. Lorsqu'on s'achète une maison, la propriété est divisée ainsi. Le terrain appartient au propriétaire, la bâtisse appartient au propriétaire, il peut en faire ce qu'il veut. Alors, pour pouvoir créer cette nouvelle coopérative de propriétaires, il y a un démembrement du droit de propriété. Ce que vous voyez en bas, c'est la suite de la création de la coopérative. On a fait naître une fondation. Cette fondation-là a pour but, avec l'idée principale, de développer des coopératives d'habitation et permettre l'accès à la propriété partout dans la province de Québec. Pour ce faire, la Fondation avait des valeurs coopératives, de l'investissement aussi à faire parce que ce qu'elle proposait et ce qui est arrivé, c'est qu'elle propose de mettre 25 dans le projet en achetant le terrain ou autrement avec de l'argent pour permettre aux propriétaires qui seraient membres ainsi que la coopérative qui serait propriétaire de la bâtisse de bénéficier d'un avantage important de 25 de moins à payer sur le marché. Alors, la fondation, et c'est ce que vous voyez, elle est propriétaire du terrain. La coop, la coopérative, elle est propriétaire de la bâtisse avec tous ces endroits communs qui sont, par exemple, la salle de réunion, les corridors, le stationnement, intérieur, s'il y en a un. Dans notre cas, c'est effectivement ça. Et on revend ou on vend à celui qui est intéressé ce que l'on appelle un droit d'usufruit. Bon, alors voilà le mot usufruit qui est un mélange entre des mots latins usus pour l'utilisation, fructus pour pouvoir utiliser le fruit. L'usufruit existe depuis longtemps dans le Code civil et c'est vraiment un démembrement du droit de propriété. Alors, je conclue en disant que la Fondation, dans son esprit de multiplier les projets, va toujours demeurer propriétaire du terrain pour ne pas que ce terrain-là devienne un jour dans le marché, puis parce que ça s'est rendu que ça vaut plusieurs millions que l'on revende. Non. La Fondation va demeurer propriétaire, va guetter, surveiller tous les projets qu'il va y avoir dans la province de Québec pour que les valeurs coopératives puissent se multiplier. Il peut y avoir plusieurs sortes de coopératives d'habitation, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est le principe même que l'on retrouve. Alors, nous, la coopérative, ce que l'on, finalement, on achète, c'est un droit sur le terrain
qu'on appelle superficiaire. On a le droit d'utiliser l'espace pour pouvoir y créer des condos, pour y mettre des propriétaires et des membres qui pourront par la suite partager les fruits. D'accord. Alors, vous avez l'usage, le corps et les fruits qui représentent la bus, le fructus et l'autre, je ne me rappelle même pas l'autre terme, là, mais ce qui fait l'usufruit, finalement. Et c'est ce droit d'usufruit que l'on vend aux gens, propriétaires membres. Pardon. D'accord. Donc, on comprend que en coopérative de propriétaires, on achète l'usufruit. Le droit. Oui, voilà, le droit d'usage. D'accord. Maintenant, justement, ça m'amène un peu à avoir une question, très terre à terre. Là, on va parler un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'on dit que l'un des avantages de la coop de propriétaires, puis je vais peut-être vous inviter juste à baisser votre caméra un petit peu parce que je perds le bas de votre visage. Voilà, monsieur Vaillancourt, là, je vois très bien. Donc c'est ça, on dit que ça favorise l'accès à la propriété. Mais concrètement, là, comment ça se traduit à l'achat pour un membre? Un membre qui est intéressé, voyez-vous, on a fait une porte ouverte en fin de semaine et on a eu 27 personnes intéressées par le principe des coopératives de propriétaires. Désolé. Alors, on leur explique qu'on sort un petit peu de l'ordinaire parce que la question d'ordre financière est intéressante, 25 de moins que sur leur marché. Un condo qui serait à l'intérieur d'une bâtisse avec des gens et des valeurs coopératives, il ne faut pas oublier cette partie-là. Bon, Très important, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui voudraient s'intéresser à devenir propriétaires ne pourraient pas, par exemple, acheter 2 condos, ne pourraient pas, par exemple, passer tout leur temps à l'extérieur parce qu'il y a des tâches à faire. La loi sur le coopérative exige une participation, c'est ce que les gens devront faire. Et la coop crée elle-même ses propres règlements d'immeubles et autrement. Alors, on leur explique lorsqu'ils viennent pour s'intéresser qu'à la base, un condo, c'est un condo. On est soumis aussi à la loi du Code civil du Québec pour ce qui est de la copropriété, donc 2 législations sous lesquelles on est obligé, la loi sur les coopératives et la loi du Code civil du Québec avec la question de la copropriété, le syndicat de propriétaires que vous avez entendu parler, certainement. Alors, pour que l'on puisse intéresser des gens à venir dans notre bâtisse, investir de l'argent, c'est qu'on leur dit aussi qu'il y a un partage sur le surplus qu'ils peuvent faire avec l'augmentation de la valeur des propriétés. Et c'était là un avantage financier, en plus de l'avantage coopératif. L'avantage financier, c'est qu'ils paieraient 25 moins cher que sur le marché traditionnel. Et qu'en plus, lorsqu'arrive la revente, puisqu'on a un avantage qui, il n'y a rien qui se donne dans la vie, alors ça, c'est un avantage qui se rembourse aussi. Quand on a un surplus, mettons qu'une personne fasse 100 000 de surplus ou de ce qu'on appelle de plus-value dans notre jargon, 50 des bénéfices iraient à la fédération, pas à la fédération, à la fondation, 40 aux vendeurs et 10 à la coopérative. si Alors, vous êtes d'accord, je vais présenter un tableau qui illustre bien votre propos pour la partie à l'achat, puis on pourra ensuite là, présenter la partie à la revente, si ça vous convient. parfait. Alors, dit donc, Bon, on a un très bon exemple ici. Vous savez, les condos aujourd'hui, chez nous, se vendent en moyenne entre 225 et pratiquement 345 000 pas loin de 350 000 pour un 5 pièces et demie. Alors, pour acheter un droit d'usufruit, et c'est le terme qu'on utilise vraiment, qu'on vendrait 150 000 le coût de réalisation, lui, le coût de réalisation, c'est le coût de tout, c'est-à-dire le coût de construction, le coût des professionnels. En fait, c'est le coût pour la bâtisse.
Ce coût-là, c'est le montant que l'on revend en tant que tel. En fait, on revend ce que ça nous coûte pour la construction de cette bâtisse. Chacune des bâtisses qui a été construite actuellement, nous avons 2 bâtisses de construites à Havre-des-Pins de 24 logements, 3 autres qui sont en construction pour un total de 128, je pense, condos qui vont être dans la coopérative d'habitation. Et si on regarde un coût de réalisation que l'on peut quantifier à 200 000 la contribution du FCAP. Le FCAP, c'est un acronyme qui veut dire le Fonds coop accès proprio, qui est né de l'idée principale du notaire que je vous disais tout à l'heure, avec la Confédération des coopératives d'habitation qui ont dit, bon, on a un nouveau modèle, on va donc créer un nouveau nom. Et le Fonds coop accès proprio, le nom le dit, le fonds est là pour protéger son investissement coop et accès propriétaire. Dans le cas qui nous occupe, si le prix d'achat pour le membre était de 150 000 sa mise de fonds, si on y va au minimum, serait de 5 c'est de 7 500 et une hypothèque, bien sûr, pour couvrir la balance de 142 500 C'est un chiffre qui est quand même assez bas selon notre réalité d'aujourd'hui, mais ça nous permet au moins de comprendre la façon de calculer. Mais La, on comprend que, dans le fond, sur une unité qui a une valeur concrète réelle de 200 000, la personne va devoir contracter une hypothèque de 142 500. C'est bien ça? Grâce aux contributions, entre autres, du fonds coop accès proprio. et c'est bien ça, un des avantages, c'est que la personne va vivre finalement dans un condo qui vaut 200 000 et qu'elle a payé 150 000. Super. Maintenant, on revient à la revente que vous commencez à aborder. J'ai un autre tableau pour afficher un peu. Alors, on dit 10 ans plus tard, là, notre même unité là, qui vaut 200 000, puis on la revend. Là. Ouais, si on y va avec une 201 600, c'est ce qu'on voit dans le titre, là. Mhm. Donc, avec une augmentation d'à peu près 3 annuellement, c'est la valeur que peut prendre l'immeuble avec le temps. Le prix de vente serait donc de 201 600. On soustrait ce que le montant qui a été payé par le membre, soit 150 000 avec son hypothèque. La plus-value sur le droit d'usufruit, c'est 51 600 c'est ce que l'on voit là. Et voilà le partage qui va se passer dans la réalité. 50 pour le fonds, qui va lui faire 25 800. Le propriétaire va encaisser 20 000 de plus. Et la coopérative, 5 160. D'accord. Alors, vous voyez que avec ce premier tableau-là, l'avantage financier est indéniable. Et si on prend l'équité à la revente, solde hypothécaire basé sur un taux de 3 le prix de vente 201, portion fondation, portion hypothécaire, équité à la revente de 72 840. C'est très intéressant de pouvoir regarder ce petit tableau en se disant que si je le compare sur le marché, et on pourra faire même des calculs, c'est très avantageux de pouvoir acheter un condo dans ce type de droit de propriété. Hmm, effectivement. Donc, on voit là qu'au niveau financier, il y a quand même un gain intéressant. Donc, on favorise l'accès, mais comme vous le disiez, en plus, quand les gens quittent, il y a le fructus qu'on appelle le fruit, le gain à la revente qui est présent. Donc, ça, c'est le volet plus financier, pécunier. Ça fait partie de la vie de nos coopératives d'habitation de propriétaires. Mais quand même, on comprend que c'est pas nécessairement accessible à toutes les bourses. Là. Il faut être capable quand même de répondre à une hypothèque. Bien sûr que une des premières questions que l'on pose aux personnes qui sont intéressées, est-ce que vous pensez être en mesure de rembourser l'hypothèque et probablement aussi des coûts additionnels qui vont venir avec le temps? Parce que posséder quand même un condo, c'est
comme posséder aussi une maison, il y a des boursiers que l'on doit supporter dans l'année. Et il n'y a pas juste la question d'ordre financière que l'on pose comme question, à savoir si on est capable de payer l'hypothèque, si la personne est en mesure de suivre aussi l'évolution des coûts, l'augmentation. Tout augmente, il faut s'attendre à ce que ça augmente. Mhm. Et en plus, c'est bien sûr de participer. Et un exemple fort simple, c'est que lorsqu'on a fait notre première bâtisse, on a eu notre première rencontre et puis on parlait de comment on allait s'organiser. Et est arrivé la question de faire le ménage, passer, c'est un 4 étages que nous avons, passer l'aspirateur, laver le plancher, etc., etc. On est allé chercher des soumissions. Et là est arrivé un des membres qui dit, mais on est tous capables de faire ça, non? Bon, oui, on est capable de lever le plancher, c'est sûr. Et finalement, la décision, c'est on va le faire. On est capable, on a regardé le rythme que ça représentait. Ça représente une fois aux 6 semaines à peu près chez nous. Par étage, une personne par étage a été nommée responsable. On est allé s'acheter une mop et on lave les planchers. C'est pas une grosse job, c'est quelque chose finalement qui permet une chose, une petite chose, de sauver des sous. Euh, pour l'ouverture de la rue, il y en a un qui dit, moi, j'ai une vieille souffleuse chez nous, on pourrait l'utiliser parce que les gens, faut pas oublier, lorsqu'ils partent pour pouvoir venir s'installer dans un condo ou avoir des pains, vont, pour la majorité, avec soit une maison ou autre chose, et ils ont des outils. Alors, on a partagé entre nous nos outils et une souffleuse est arrivée et il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais ça l'opérer. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre coopérative. Donc, ce dont vous nous parlez, c'est que, tu sais, il y a une réalité qui vient, oui, on a le prêt hypothécaire, mais on a aussi des frais, communs qui s'apparentent aux frais de condo, dans le fond. Puis la morale un peu de l'histoire que vous nous racontez, c'est plus les gens sont prêts à se mobiliser, puis à s'impliquer dans l'entretien de la coopérative, moins les frais communs sont élevés. Ben oui, puis effectivement, j'étais avec une personne avec qui je travaille à la comptabilité ce matin. Elle me disait que les frais communs chez nous dans ma bâtisse, là, qui était 24 logements, c'est 104 dollars par mois, par exemple. Et plusieurs diraient, bon, est-ce que ce sont les frais de condo? Ben, je dirais oui, parce que ce sont les frais communs pour chauffer les corridors, l'assurance Mmh. collective. Bien sûr, il y a une partie pour le déneigement qui doit être faite aussi. La pelouse, il y a une des bâtisses qui ont choisi d'avoir un professionnel pour faire la pelouse, alors que nous, de notre côté, on a encore des gens qui sont intéressés à la faire. Alors, tout ça mis ensemble, c'est ce que ça représente pour les frais de condo actuellement. Pour moi j'ai un 3 pièces et demi. Et les gens semblent très satisfaits d'avoir des prix qui sont pas si élevés que ça parce que leur participation a un avantage pour tous. Effectivement. Là, on a beaucoup parlé de l'aspect financier, là, mais là, je vous amène vraiment sur votre milieu de vie, tu sais. On vit dans une coopérative d'habitation, donc on est dans un milieu de vie qui est axé sur les principes de la coopération. Vous qui résidez depuis 3 ans, j'aime ça comment vous parlez de votre, coop d'habitation. Vous parlez de «ma coop d'habitation». On sent que vous avez vraiment ça à cœur. Mais bref, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de comment est le milieu de vie? Qu'est-ce qui caractérise le milieu de vie en coopérative d'habitation propriétaire? Je vous dirais que c'est la qualité des gens qui la composent, cette coop-là, parce qu'on a un comité de sélection qui, au début, il n'était pas vraiment présent. Finalement, s'est installé, on est rendu avec 10 comités, soit dit en passant, dans notre coin. Et ce comité de sélection se raffine, est capable maintenant de juger assez rapidement s'il y a des gens qui viennent s'installer pour le plaisir d'avoir un condo pas cher, puis s'organiser pour rester assis chez eux pour toutes les activités, ça les intéresse. On l'a vécu, on va le vivre encore, mais on arrive à faire quand même un tri qui fait en sorte que les gens qui sont avec nous, je vous donne un exemple. Là. Je demeurais dans un condo jadis, et puis c'était un de ceux de Sherbrooke qui était un des beaux condos, une belle bâtisse. Et quand je prenais l'ascenseur, je m'en rappellerai tout le temps, j'avais toujours l'impression d'être avec des gens gênés, là, tu sais, qui te regardent pas bien, bien, puis bonjour, ça se limite à bonjour. Puis je me disais, c'est-tu plate de rentrer chez nous, puis d'avoir du monde qui ne s'intéresse pas à ce que tu vis?
Alors, moi, mon idéal, c'est réalisé avec Arbre des Pins parce que, oui, bien sûr, je suis président, ça aide un peu, là. Mais je rentre dans ma bâtisse, puis tout le monde qui est là, c'est bonjour Marie, bonjour Julie, ben ça. Et on parle un petit peu dans le stationnement. Bonjour, ça va? Oui, 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 t'as été malade la semaine passée. C'est un petit village. Et puis, je me rappelle la dernière fois que j'ai fait une rencontre au conseil d'administration, j'étais avec une personne qui était, son épouse était dans son condo. J'arrive après la rencontre qui avait duré quand même très longtemps. Et puis là, ça cogne à ma porte, puis finalement, c'est sa femme qui me dit, Serge, tu dois être rendu au dessert, puis arrive avec un gâteau. Bon. C'est assez rare qu'on voit ça dans des autres bâtisses, mais là, chez nous, c'est ça. Et puis, il y a du partage, il y a des rencontres régulières. Il y en a un qui m'appelle l'autre fois, il y a 3 semaines, il est 5h15. Serge, t'as-tu soupé? Je dis non, pas encore. Je descends en bas dans la salle, il dit, on est là. J'arrive dans la salle, ils sont 17. Bon, on soupe, on soupe. On s'installe là, on soupe. Puis il y en a un qui dit, ça me tente de chanter une petite chanson. On cherche juste sa guitare, puis il commence à chanter. Bon. C'est pas tout le temps comme ça, mais je peux vous dire que c'est exceptionnel pour ce qui est de la qualité de vie. Et c'est surtout ce que l'on veut. Parce que ce qui va être retenu, s'il y a des gens qui ont à partir, c'est ça. Ils vont s'ennuyer. Pas des coûts qui sont pas trop élevés ou le partage euh, c'est du travail d'organisation pour l'été et le printemps. Pour le printemps et l'automne, on appelle ça la corvée. Mais c'est pour le plaisir d'être avec des gens. Et quand je ferme ma porte, moi, je ferme la porte, on sait, et tout le monde sait que je veux pas te déranger parce que j'ai un petit côté solitaire. Ça fait que j'aime pas nécessairement être dérangé quand je suis rendu chez moi. J'ai pas d'appel. Ça se passe dans le jour. Bien sûr, les rencontres peuvent se faire le soir à cause qu'il y en a qui travaillent. Mais c'est ça la vie dans notre coopérative. Et là, on avait une bâtisse. Et quand c'est construit la deuxième, on s'est interrogé à savoir est-ce que ça va être la même chose? Et finalement, je me promène dans les deux bâtisses, puis ils sont en train de s'organiser, s'installer, ils sont avec des comités, puis ils veulent, par eux-mêmes, des fois on ne participe même pas à ça, ils veulent par eux-mêmes créer un milieu de vie exceptionnel, et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Donc, on voit là que c'est vraiment les membres qui donnent la couleur à la coopérative. On voit qu'il y a un mode de gestion qui est démocratique. Autre chose dont vous m'aviez parlé puis que je trouvais intéressant aussi, c'est que vous me disiez que souvent en condominium, on applique les règlements en disant: «Voici ce que tu ne peux pas faire». Tandis que quand on est en coop d'habitation, on parle plutôt de: «Voici ce qui est possible de faire». Fait que ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Je vous dirais que je souhaiterais presque pas avoir de règlement pour que l'on puisse régler nos affaires entre nous de façon intelligente et élégante. Il y a toujours où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il faut quand même en mettre. Et à tout moment donné, on me dit on devrait faire un tel règlement pour faire telle chose. Est-ce qu'on peut éviter de faire le règlement puis encore en créer pour avoir une bible de règlement, là? Non, non. On va appeler la personne en question, on va vérifier. On a un aspect coopératif. On va vérifier avec la personne en question c'est quoi la problématique et souvent, c'est un problème de communication, ça, on remarquera. Mais on n'a pas à créer des règlements pour toutes sortes de choses. Un exemple fort simple. Quand est arrivé le moment de créer nos règlements pour les meubles, les animaux. Ouf, si on veut un sujet délicat, est-ce qu'on accepte les animaux dans notre bâtisse? La cigarette, c'était pas pire. On n'a pas eu de problème avec la cigarette, ça a passé. Pas le droit de fumer dans la bâtisse, pas le droit de fumer à l'extérieur à moins d'une certaine distance. Pas le droit de fumer sur le balcon parce qu'il y en a qui nous disaient que ça rentre dans la maison pareil. Bon. Alors, pas tout ça fume pas chez nous. Et les animaux, après de longues discussions, de longues soirées là-dessus, on accepte les animaux avec un poids maximum de, je pense, une trentaine de livres pour respecter ceux qui sont allergiques, ceux qui ont peur des animaux, ceux qui n'aiment pas les pit-pit, etc., etc. Mais Alors, on a réussi à avoir un consensus là-dessus. Est-ce que, voilà. est-ce que si quelqu'un arrive avec deux chats au lieu d'un, on va envoyer la police après? Non. On va essayer de vérifier si effectivement, on va essayer de faire respecter notre réglementation, mais c'est la souplesse d'abord et avant tout. Voilà, puis se servir de l'intelligence collective aussi. Et voilà. Mais monsieur Vaillancourt, là, c'est le temps de nous faire rêver.
parce que vous avez des belles coopératives d'habitation de propriétaires. Donc là, je vais partager avec nos participants là, des belles images, puis on va commencer de coopératives. On va commencer par chez vous, au Havre-des-Pins plutôt. Puis j'aimerais ça que vous nous parliez là, de la typologie, c'est qui habite à Havre-des-Pins, euh, c'est quel genre de la typologie des logements, tout ça. Parlez-nous de Havre-des-Pins. Nous avons des 3 pièces et demie, 4 pièces et demie, et moi, je suis au dernier étage. C'est un 3 pièces et demie, quatrième étage, 3 pièces et demie. Et nous avons l'avantage d'avoir un environnement exceptionnel que je souhaiterais à tout le monde. Pourquoi que ça porte le nom de Havre des Pins? Parce que justement, nous sommes entourés de pins et accolés sur un parc qui ne changera jamais d'orientation. Alors, on est partiellement dans le bois. Ce que vous voyez là, bien sûr, ce sont euh, des photos Oh, de notre bâtisse, là. Si vous pouvez même revenir en arrière un petit peu, on a un oui, grand stationnement intérieur, on a euh, des choix parmi tous des condos d'une vue sur, on appelle ça notre petit lac artificiel, parce on a dû faire un bassin de rétention. mais on Pardon. voit que vous avez vraiment un super bel environnement, là, Havre-des-Pins, là. On Oui, voit mais ici, là, ce si que vous l'on voyez, souhaite à là. tout le monde, c'est d'avoir un aussi bel environnement que nous. Et le terme Havre des Pins, ça vient d'un des membres qui l'avait proposé en passant. Une OK. chose qui est remarquable, c'est la luminosité, parce qu'effectivement, on a demandé à avoir beaucoup de lumière. On avait demandé aussi à avoir une insonorisation. Vous savez, l'insonorisation, comment ça peut être délicat. Alors, on Mhm. avait demandé d'avoir une insonorisation supérieure, ce que nous avons eu. Mais ça sera jamais un bunker, là. La porte, entre autres, d'accès est toujours problématique. Les gens promènent dans le corridor, ils parlent, on les entend. Ça sera jamais parfait. On peut entendre aussi des bruits d'impact si des gens qui se promènent avec des talons, quelque chose du genre. À chacune des bâtisses que nous avons, et nous en avons 2 de réalisées, les 3 autres sont en construction, ce que je disais tout à l'heure, on a réussi à améliorer l'insonorisation. Alors, vous voyez Havre des Pins dans sa belle partie. Et bien sûr, les coopératives de propriétaires, ce n'est pas juste Havre des Pins. Non, Il y c'est en ça, a, on va passer à oui. Coop des Prés cette fois-ci. Quoi, des prix, c'était des familles qui entendaient s'organiser ensemble avec un type de grand logement. Alors, ce qu'ils ont créé, c'est une espèce de petit village, c'est ce que vous voyez. C'est encore sur le même principe de condo, parce qu'encore là, c'est vendu, le terrain appartient à la fondation. Les condos sont vendus de façon séparée avec le droit d'usufruit. Et ce qu'il y a de particulier dans ces bâtisses, c'est la qualité de l'insonorisation, de l'isolation. C'est supérieur et de loin partout. Alors, ça reste des très, très beaux et grands appartements avec, comme vous Oui. pouvez le voir, un milieu de vie où cet endroit-là, là, c'est pareil un peu comme dans les parcs de maisons mobiles, pas plutôt les campings, les terrains de camping où est-ce que les enfants peuvent se promener sans crainte pour les parents qu'il y ait des problèmes ou quoi que ce soit, parce que effectivement, c'est un grand environnement surveillé par les parents et Ouais. c'est à Waterville, ça, c'est isolé un peu, et c'était le but, c'était d'isoler, mais se faire ben, dans cet endroit-là, c'est surtout très, très familial comparativement au Havre des Pins où c'est plus âgé. Ici, On c'est parle aussi de de l'âge. logements Oui, qui sont des 5,5, des 6,5. oui, Puis là, je vous amène à un autre projet qui est le petit quartier, oui, qui ça, est c'est le autre projet chose. de petite maison, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, que on travaille depuis des années. Le but recherché, c'est d'avoir un milieu de vie à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur la photo. Nous sommes en train de finaliser euh, les, les négociations avec la ville pour pouvoir installer tout ce qu'on appelle les infrastructures.
Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les petites maisons, on avait reproduit ce genre de petites maisons dans dans une présentation à Sherbrooke, dans une grosse bâtisse. Et le petit quartier a fait fureur parce que les gens croyaient que les maisons étaient beaucoup plus petites qu'elles ne le paraissaient. Et c'est étonnant, là, on voit les photos, euh, les- la grandeur des pièces était quand même très Oui. respectable. Alors, on a même des familles qui ont réservé pour 2 parents et 4 enfants, par exemple. Ah, Alors, c'est un autre type, mais cette fois-ci axé sur la vie communautaire, beaucoup plus. Des maisons seront plus petites, mais tout ce qui s'appelle salle commune, piscine, salle communautaire, etc., seront beaucoup plus grandes pour y accueillir les membres et leurs familles. Donc une vie à l'intérieur beaucoup plus concentrée sur ce qui va se passer dans les locaux communs que dans les maisons. intéressant, Monsieur Vaillancourt, là, je suis convaincue que ça va arriver dans les prochains jours, mais moi, je décide de démarrer une coopérative d'habitation de propriétaires, là. Par quoi je commence? Quelles sont mes portes d'entrée pour démarrer mon projet? Pour commencer, je pense qu'il y a dans votre environnement un GRT, un groupe de ressources techniques, qui devrait être en mesure de recevoir vos questions et ensuite soit les diriger vers le Fonds Coop Accès Proprio ou vers nous qui travaillons aussi avec les GRT en étroite collaboration pour pouvoir développer ces nouveaux projets. Alors, c'est évident que la ligne de communication serait possiblement avec nous. On pourrait s'organiser pour qu'on puisse donner un suivi par la suite. Je fais moi-même des présentations. Je suis allé à Saint-Adèle la semaine passée. Ils étaient intéressés par les coopératives de propriétaires. Je l'ai fait. Je suis allé sur place. J'ai fait une présentation et je pense que ça peut faire des petits pour utiliser l'expression québécoise. Donc, on vous réinvitera là, pour une soirée d'information complète avec les gens du milieu. Mais je comprends qu'en premier, c'est de vérifier avec notre groupe ressources techniques, ne serait-ce que pour valider notre perception entre nos besoins, puis qu'est-ce que la coopérative d'habitation de propriétaires est concrètement. Donc, ça- Effectivement, je vous dirais que ce qui démarre souvent, c'est la volonté aussi d'avoir euh, un groupe ça peut se manifester pour pouvoir partir quelque chose ensemble. On se met 15, 6 familles ou encore des personnes du même. On a vu ça aussi dans un groupe. C'était des personnes qui travaillaient tous dans un hôpital, puis ils étaient tous sur le bord de prendre leur retraite, qui auraient souhaité être ensemble. Bon, ben, voilà, ça se fait aussi de cette façon-là. Mais en s'adressant à votre GRT, groupe de ressources techniques, bien sûr, c'est le but, hein, c'est que l'on puisse trouver la meilleure façon pour pouvoir développer notre projet de façon professionnelle. Et les groupes de ressources techniques sont en mesure de le faire. Et même s'ils n'ont pas eu encore la possibilité de développer des coopératives de propriétaires dans leur secteur, notre association de groupes de ressources techniques travaille en étroite collaboration avec chacun de ses membres. On est 25 groupes de ressources techniques dans la province. Il y en a de votre coin. Je suis certain que j'ai pu voir quelqu'un tout à l'heure que je connaissais, là. oui, Alors, oui, ils sont quelques-uns. Ils sont comment quelques-uns. s'appelle-t-il? Ils sont quelques-uns avec nous aujourd'hui, Ah bon. les gens du groupe ressources techniques de la Gaspésie des Îles. Écoutez, je pense qu'on pourrait passer à la période de questions. On a déjà quelques questions dans la zone de conversation. Donc, Valérie, je te laisserai la parole. On a 15 minutes pour poser des questions à notre spécialiste invité. En fait, Valérie, tu as le son sur ton autre ordinateur. Donc, peut-être ouvrir le son sur. est-ce que là, le son, ça va? Oui, ça va. Ça va. Moyen. En fait, Lénie, moi, je vois pas les questions Ah, OK. dans le Bon. chat. Eh bien, je vais aller les lire dans ce cas-là. Donc, Euh, ici, alors, on a une personne qui nous demande,
est-ce qu'un particulier ou un entrepreneur peut acheter un logement et le sous-louer par après et selon quelles conditions? Ce n'est pas vraiment le but recherché, hein. Le but recherché, c'est la participation. C'est son domicile, c'est le seul domicile qu'il peut avoir. Le reste, ce sont des résidences secondaires. Et c'est le but recherché pour que l'on puisse vivre une vie coopérative qui soit riche. Sinon, on va se retrouver avec des locataires, les propriétaires qui ont tout loué à tout le monde, puis finalement, ne pas oublier que le comité de sélection, lorsqu'il choisit les gens en question, c'est vraiment pour voir s'ils ont les valeurs coopératives. Et les valeurs coopératives se développent en vivant dans la coopération, dans la coopérative. Donc, ce serait peut-être légal, mais c'est clair que pour un comité de sélection d'une coopérative d'habitation de propriétaires, ce n'est pas ce qu'on va rechercher comme membre. Non. Non, on travaille quand même beaucoup avec les entrepreneurs généraux qui veulent aussi développer sur leur terrain ou autrement des coopératives d'habitation. Ce sont nos partenaires de développement, mais ce ne sont pas nos futurs propriétaires, à moins, bien sûr, qu'ils décident d'en acheter un pour pouvoir s'y installer lui-même, ce que l'on vit assez régulièrement aussi dans nos coops. D'accord. Je poursuis avec une autre question. Alors, on voudrait avoir plus d'informations sur le fonds Coop Accès Proprio. Vous avez partagé que son objectif est de développer des coops de propriétaires dans toute la province. Si un groupe de promoteurs de la région s'intéresse au concept et qu'un terrain potentiel est visé, selon vous, est-ce que cette fondation devrait être approchée pour l'acquisition du terrain? Et est-ce que vous savez si cette fondation prévoit le développement du concept en Gaspésie? Suite à notre projet pilote, parce que nous avons été de projet pilote, les deux bâtisses sur lesquelles que je vous parlais tout à l'heure, les deux projets, les deux bâtisses que nous avons réalisées ont été un projet pilote qui ont permis au gouvernement du Québec et à Fonds d'Action d'injecter 90 millions de dollars additionnels pour développer des coopératives comme les nôtres Partout sur le territoire. partout sur le territoire. C'est une fondation. Fondation c'est la CSN avec ceux qu'on connaît et elle travaille en étroite collaboration avec le Fonds Coop Accès Proprio. Donc, Fondation qui a créé pour ça Prime Accès, c'est un terme que je n'utiliserai pas beaucoup, mais Prime Accès entretient des relations contractuelles avec le Fonds Coop Accès Proprio qui prête l'argent et investit dans les coopératives de propriétaires. Alors, nous avons donc trois joueurs majeurs, le gouvernement du Québec et le Fonds d'Action avec 90 millions de dollars qu'ils investissent dans les coopératives de propriétaires par le biais de la fondation qui s'appelle le FCAP, Fonds Coop Accès Proprio, propriétaire des terrains, qui, par la suite, fait affaire avec le groupe, que ce soit GRT qui l'aide à monter son organisation ou autrement. On se rappelle dans la présentation qu'au début, hein, le fonds était là pour le terrain principalement, alors faciliter l'acquisition du terrain. Mais puis, si je veux juste préciser, vous allez recevoir un courriel après le webinaire et il va y avoir le lien aussi pour aller sur le site web du fonds Coop Accès Proprio. Donc, les gens pourront trouver plus d'informations. Mais je reviens sur le deuxième volet de la question, là. Donc, si on a un groupe là, qui est intéressé pour développer, est-ce que c'est avec le fonds qui le communique ou c'est avec leur GRT? Puis le GRT ensuite va rediriger vers les bonnes sources d'information. Le GRT est celui qui va être le vecteur de la réalisation du projet. Donc, c'est vers le GRT qu'il faut se diriger pour que lui, par la suite, puisse créer les liens nécessaires avec le Fonds Coop Accès Proprio. Et le projet en tant que tel devra être, je veux dire, créé, monté de toutes pièces pour démontrer qu'il est viable dans son ensemble. Alors, une fois qu'il est un peu, au moins, on dit idéation, lorsqu'on a pensé au projet, on a un terrain en vue, on a des gens qui sont intéressés, là, on peut penser que le GRT avec qui on peut faire tout ça va s'adresser
au fonds coop accès proprio pour lui dire, bon, voici le projet. Un résumé de ce que sont les gens, ce qu'ils voient comme projet, parce qu'on en a vu 3 sortes tout à l'heure de coop de propriétaires, et par la suite, dire qu'ils auraient besoin, selon leur budget préliminaire, de tant d'argent pour pouvoir réaliser le projet. Et là, ça commence pour des relations entre le fonds coop accès proprio et le GRT et le groupe pour pouvoir créer ce projet. Parfait, merci. Je poursuis avec une autre question. Alors, j'aimerais savoir si c'est possible de fonder une coopérative de propriétaires et ainsi avoir accès au fonds coop accès proprio, si nos bâtiments sont déjà construits, autofinancés et que les bâtiments sont des autoconstructions. Pas du tout CCQ. Donc, pas du tout Commission de construction du Québec. On comprend qu'on est dans un projet plus autoconstruction. Je vous dirais que on ne l'a pas vécu encore. On pense qu'on va avoir à vivre parce qu'effectivement, c'est plausible que l'on puisse utiliser, par exemple, un projet qui est déjà en marche, qu'on peut transformer en coopérative de propriétaires ou utiliser une bâtisse déjà existante. Mais il y a quand même des normes à respecter, des coûts aussi de rendement à respecter et des principes que l'on doit adresser. C'est sous la forme de coopérative, ne pas oublier, c'est un projet pour les coopératives. Alors oui, il faudrait d'abord que ce soit sous forme coopérative et que par la suite, on s'adresse à son GRT pour voir si c'est réalisable comme ça. Parce qu'on comprend que comme c'est très nouveau, il y a toutes sortes de modèles puis d'options, de projets qui peuvent se présenter là, actuellement. Donc, j'imagine qu'au fil du temps, on va établir aussi des barèmes plus serrés par rapport aux modèles qu'on peut utiliser. Mais pour l'instant, il y a plusieurs possibilités. C'est ce qu'on comprend. C'est les modèles qui sont actuellement réalisés. Ce sont vraiment ceux que vous avez vus tout à l'heure. Les 3 projets que nous avons inscrits, on a été les 3 projets pilotes. Et un 4e est né aussi à Lévis, qui est un 260 condos, je pense, qui lui aussi a été accepté dans son essence et qui est en train de faire la promotion de son projet pour avoir des membres. Parce que veut pas, quand on veut utiliser un 24 logements et le remplir et démontrer qu'on va être capable de le remplir, c'est-à-dire de trouver des membres qui vont devenir propriétaires, on a du travail à faire parce que les fondateurs sont souvent au nombre de 4, 5 ou 6. Mais le financier, lui, va dire, vas-tu trouver des gens pour pouvoir compléter ton montage financier pour pouvoir Ça, avoir des investisseurs? Parce que si 25 ça vient du fonds coop accès proprio, rien n'empêche que 75 qui vient des membres. absolument, absolument. 75 vient des membres. Il faut quand même avoir de l'argent aussi pour construire. Là, nous, on vient d'avoir, de la part de Desjardins, qui est un des partenaires aussi, on vient d'avoir une confirmation d'un prêt pont, c'est-à-dire que ils vont embarquer aussi, c'est un autre partenaire très près, pour pouvoir financer je dirais, de façon pré-pont, il y a peut-être un bridge dans leur jargon, pour pouvoir Oui. financer la construction des bâtisses, parce qu'on n'a pas encore tout notre monde pour Mais ça confirmer. va venir. Ben oui, ça va venir. Mais Voilà, entre-temps, on sort un petit peu du marché traditionnel. Hein? Un absolument. entrepreneur, ça va, ou un promoteur, ça va construire, ça dépense en fonction de son budget. Mais Donc, je résume, là, on dirait, pour l'instant, c'est vraiment de valider en premier lieu le modèle, si c'est possible ou pas. On ne dit pas oui ou non, c'est à voir selon la situation. J'ai Valérie qui a une main levée. Oui, donc Valérie qui a retrouvé son son et qui a reçu une question. Alors, je m'étais moi-même désactivé mon son tout à l'heure, désolée. Donc, première question, quelle est la durée de l'entente d'utilisation du fonds de terrain entre la coop et la fondation? Est-ce une amphithéose? Ça, c'est la première question. première question, c'est un temps illimité. Il n'y a pas de temps d'inscrit nulle part. Le fonds est propriétaire du terrain et ne s'en départira jamais. Pourquoi? Pour que l'on puisse, dans le futur, prenons mon projet, là, Havre des Pins va finir qu'à payer
ce qu'il avait reçu à 25 de montant d'argent du Fonds Coop Accès Proprio, parce que ce montant-là se rembourse par une rente aussi, que je dois dire et préciser que c'est une rente qui est imposée à tous les propriétaires futurs de droits d'usufruit pour que l'on puisse rembourser ce prêt-là. Ils ont calculé, c'est du capital patient, ils ont calculé à peu près entre 20 et 25 ans qui va permettre le remboursement total du 25 qui a été mis par le Fonds Coop. Et c'est remboursé comment? C'est remboursé avec ce petit montant de rente par chaque propriétaire et c'est remboursé aussi par le 50 du partage de la plus-value. Et c'est ça qui fait que le fonds va se rembourser. Mais l'objectif, c'est de créer avec ce fonds Coop Accès Proprio d'autres projets comme celui d'Envoi des Pins. Parce qu'un seul projet, voyez-vous, les bâtisses qu'il y a là, c'est rendu 7-8 millions la bâtisse, là, on en a 3. Ça va vite. Alors, c'est l'objectif, c'est de pouvoir multiplier ça en le sortant du marché. Jamais on pourra vendre Envoi des Pins à un promoteur privé. Jamais, ça se peut pas. Le propriétaire du fonds, c'est le fonds Coop Accès Proprio qui surveille ses arrières pour que ça demeure coopératif. Et en Est-ce qu'on a le dehors du temps pour marché. une dernière question, Lénie? Oui, une petite dernière. Allons-y. Est-ce qu'un projet de cohabitat pourrait bénéficier du fonds? Je pense que oui. Encore là, c'est chacun des projets que l'on va instaurer parce que les valeurs des cohabitats sont proches des valeurs de coopératives d'habitation, n'est-ce pas? Un cohabitat, si je ne m'abuse, c'est de pouvoir avoir des bâtisses qui sont axées principalement sur la vie communautaire, etc. Alors oui, il s'agit de regarder comment est-ce qu'on peut l'organiser, le structurer, le faire naître pour qu'il puisse entrer dans les paramètres du Fonds Coop Accès Proprio qui, lui, doit respecter les paramètres de son financier actuel. Il y en aura peut-être d'autres un jour, mais pour l'instant, c'est lui. Il s'appelle le Fonds d'action par prime accès que je vous ai mentionné tout à l'heure. Alors, ce sont les trois grands joueurs dans toute cette organisation. Et voyez-vous, en cours de route, je dois le mentionner, après qu'on a réussi et démontré que notre projet pilote pouvait être viable et fonctionnel et en plus avoir une vie coopérative positive, bon, prime accès avec le gouvernement du Québec pour qu'on puisse conserver l'objectif qui est d'être premier acheteur, avoir accès à la propriété, exige maintenant que ce soit un premier acheteur qui va pouvoir obtenir un droit d'usufruit. Un premier acheteur à peu près basé sur la définition, qu'est-ce qu'un premier acheteur, définition du CELIAC, là, je pense, qui est le nouveau fonds que l'on peut mettre de l'argent pour pouvoir acheter sa propriété. Et je pense que c'est 5 ans qu'il ne faut pas avoir été propriétaire pour être considéré comme un premier acheteur. Alors ça, c'est une norme qu'ils ont instaurée dans un but très louable de permettre aux plus jeunes de pouvoir devenir propriétaire à des taux et à des avantages financiers que je vous ai mentionnés. Parfait, merci. Alors, je pense qu'on va compléter la période de questions. À ce moment-ci, vu le temps qu'il reste, je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire. Vous avez été très, très, très actifs au niveau des questions. C'était très enrichissant comme échange. Puis on espère vraiment là, qu'on vous a donné quelques indications par rapport à qu'est-ce que c'est une coopérative de propriétaires. Donc, vous en ressortez avec plus de connaissances qu'au début du webinaire. Vous allez recevoir un courriel avec un sondage d'appréciation du webinaire qu'on vous invite à compléter, mais aussi des informations complémentaires, dont certains sites web à consulter pour en apprendre plus sur les coopératives d'habitation de propriétaires. Aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est que on aura d'autres activités éventuellement pour faire connaître les différents modèles d'habitation collective. Donc, toujours dans notre série d'actions, de notre plan d'action en matière d'habitation. Et je voudrais sincèrement remercier M. Serge Vaillancourt qui est avec nous aujourd'hui, qui est hyper sollicité, qui se promène partout à travers le Québec et
vraiment pour sa disponibilité. Ça a vraiment été un plaisir de coopérer avec vous sur ce projet-là. Merci à ma collègue Valérie à la technique. Ça a été très apprécié comme collaboration. Et puis, si jamais vous allez avoir des questions supplémentaires, vous voudriez avoir une rencontre pour développer un projet d'habitation, n'oubliez pas que vous pouvez nous le mentionner. On est en mesure de vous orienter vers les bonnes ressources du milieu pour ce faire. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Bonne journée. Merci encore, Nelly, pour votre travail. Vous faites ça très bien comme une championne. Merci à vous. On voit que l'expérience est là. Bonjour. Bye bye.